La caméra. Let's go. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Début de live sur une émission qui est un peu différente de celle qu'on fait d'habitude, Manu. Exactement. Qui va traiter de sujets culturels, comment intéresser les jeunes à la culture, comment vivre la culture à Lannion. Et pour ce sujet, on a deux invités, Philippe Le Gall et Tréfina Quérin, qui vont se présenter. Mais avant, peut-être qu'on peut présenter la régie. Ouais. Donc on a plein de gens à la régie. On a Gillian, Valentin, Noah, Hugo. Merci à eux d'être là. Kylian, Clémentine, super, mais merci d'être là. Son heure de cap stéréo. Voilà, donc une émission qui va durer à peu près 1 heure et qui a traité de plein de sujets super intéressants, Manu. Ouais, exactement. On a un peu step up dans le game, donc on arrête les lolés et on fait uniquement maintenant des émissions sérieuses qui vont nous rapporter plus d'argent puisque ça intéresse plus de monde. Oui, tout à fait. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec Philippe. Qui est directeur, bientôt ex-directeur du Carré Magique. Philippe, bonjour. Bonjour, merci de recevoir des vieux. Mais non, avec plaisir. Mais merci de venir chez les jeunes. Philippe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler de toi, de qui tu es et pourquoi on t'invite ? Alors, je dirige encore pour quelques semaines le Carré Magique. Comme vous le savez, le Carré Magique, c'est le pôle national cirque breton. Il est à Lannion, donc au cœur de la cité, comme vous, à l'ENSAT, vous êtes au cœur de la cité. Et donc, le Carré Magique, c'est un lieu à la fois de spectacle, c'est aussi un bar, c'est aussi une ambiance décontractée, en tout cas, on fait tout pour. Et c'est une programmation pluridisciplinaire. Donc, la question des jeunes est une question qui nous taraude et qui est importante. Et donc, on a à cœur d'y travailler, donc avec une programmation très variée, qui n'est pas forcément une programmation des circuits classiques, c'est-à-dire télé, grands médias, mais c'est une programmation à la fois découverte et aussi tête d'affiche, comme on dit, hein, donc censé intéresser tous les publics et notamment les plus jeunes, puisqu'on a un gros travail sur les familles et on a un travail aussi avec vous, les jeunes étudiants. Et c'est important qu'on puisse discuter, se rencontrer. C'est une occasion, en tout cas, ce soir. Absolument, c'est l'objectif. Et alors, Philippe, donc tu es encore directeur pendant un moment, mais avant d'avoir été directeur du Carré Magique, tu as une vie mouvementée, une vie de théâtre. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours avant le Carré Magique, peut-être de tes études, de ta passion pour le théâtre, et qu'est-ce qui t'a fait venir vers le Carré Magique ? Oh là, mais ça risque d'être très long tout ça. Bon, alors en rapide. Alors, change de question. Alors en rapide, non, ce que je peux dire, c'est que en fait, quand on a des rêves, il faut tout faire pour faut se donner les moyens de les réaliser. Et parfois, les moyens, on les a pas. Donc, ça se joue aux rencontres. Et si je dois dire une chose sur mon parcours, c'est une suite de rencontres et de hasards heureux qui ont fait que j'aurais pu être enseignant. Tiens, pourquoi pas ? Mais je n'ai pas voulu l'être, donc très vite j'ai déserté. J'aurais pu être aussi quelqu'un de sérieux dans l'administration, la gestion, mais voilà, le parcours a été tel que je suis passé d'une formation d'enseignement, mais en même temps j'étais en histoire à l'université, et puis je suis parti à l'étranger. À l'époque, on appelait ça le service national de la coopération, donc au Moyen-Orient, là où aujourd'hui se passent des choses dramatiques. Le service civique aujourd'hui ? Non. À l'époque, c'était service national à l'étranger, la coopération, en fait. Donc, travail au sein des ambassades. Ah oui. Moi, j'étais au Centre culturel français en Jordanie, donc au Moyen-Orient, où j'étais animateur culturel. Et c'est parce que j'étais animateur culturel, parce que j'étais dans un pays où justement la question de la communication, qui est importante, la preuve ce soir, on est dans un studio, et cette question était d'autant plus prégnante que la Jordanie n'était pas une démocratie, donc comment communiquer dans un pays où les gens savent que tout ce qui est affiché, tout ce qui est communication est institutionnel, contrôlé, donc quel est le plus ? Et le plus qu'on avait ajouté à l'époque, début des années 80, c'est qu'on avait fabriqué des clips, de la vidéo pour promouvoir les spectacles. Déjà, la question des spectacles. Et le fait de travailler l'image m'a donné envie de continuer. Donc j'ai travaillé ensuite en rentrant en France dans l'audiovisuel privé, une
comment on pourrait dire, une boîte de réalisation de prestations en Bretagne pendant 5 ans. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de travailler dans un studio comme ici ce soir avec plein de machines et je vois même plus la couleur du ciel. Donc que se passe-t-il dans la vraie vie puisque moi j'étais devant des écrans d'ordinateur. Et... On la voit la couleur du ciel, on la voit. Oui, j'espère. En tout cas, il ne faut pas perdre la vraie vie. Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de revenir à mes premières amours, le spectacle. Et donc, j'ai postulé, j'ai fait une formation en gestion pour justement être crédible. Et petit à petit, les choses se sont enchaînées puisque j'ai travaillé aussi bien dans le Nord qu'en Normandie, qu'en région parisienne. En centre culturel, en centre dramatique, en compagnie aussi avec des artistes, donc en dramaturgie. Enfin, j'ai fait plein de choses et de fil en aiguille, juste avant Lannion, j'étais à Angoulême dans une scène nationale, donc où j'étais en charge de toute la question administrative, financière. Et puis j'ai postulé à Lannion, mais en 2 temps, puisque le monde du cirque m'était tout à fait étranger. Et moi, je pensais très sincèrement que ici, à Lannion, ils attendaient une direction spécialiste en cirque. Et en fait, la première offre qui est passée, ils n'ont pas donné suite. Ils ont relancé l'appel d'offres à candidature. Et c'est parce qu'ils l'ont relancé, parce que je revenais de vacances, j'étais détendu, à l'époque, la présidente de la scène nationale où je bossais m'a dit « Philippe, t'es breton, je t'interdis de postuler en Bretagne parce que je sais que, par définition, les Bretons, ils veulent toujours revenir dans leur pays d'origine. » Donc, je dis « mais de quoi parlons-nous ? Moi, je ne suis pas un spécialiste du cirque, donc qu'est-ce que j'irai faire à Lannion ?» Mais bon, elle a piqué ma curiosité et j'ai passé des coups de fil puisque je connaissais en fait le directeur de l'époque. Il m'a dit « Non, mais on ne veut pas forcément un spécialiste du cirque. » Puisque c'est aussi un lieu qui accueille du théâtre, des concerts, de la danse, des spectacles jeunes publics. Donc il faut un généraliste, comme on dit, comme il y a des médecins généralistes. Donc à partir de là, je me suis dit, tiens, allons voir de plus près, puisque je me suis dit, c'est plutôt pas mal de revenir à une direction artistique, ce que j'avais fait dans mon premier poste dans le nord de la France, dans une ville aujourd'hui tristement célèbre qui s'appelle Hénin-Beaumont, donc où le Rassemblement national a posé ses bases arrières. Et je l'ai vu naître, ce qui était à l'époque le Front National. Donc c'était aussi un combat quotidien. Et c'était un combat pour justement travailler en direction des jeunes dans cette ville curieuse, déjà à l'époque où le taux de chômage était très fort. Donc la culture était aussi un outil de développement, un outil pour justement faire communauté, pour que la société vive, que ce qu'on appelle le vivre ensemble soit une réalité et qu'on mixe à la fois les jeunes et les moins jeunes. Bon, combat pas gagné, puisque la preuve, le Front National de l'époque a pris le pouvoir dans cette ville. Hénin-Beaumont, c'était quelle période de ta vie ? Les années 90, début des années 90. Donc là, depuis, tu es devenu éligible à devenir directeur du Carré Magique. Oui, ça, c'est... Mais après, c'est aussi une bataille. C'est un peu comme une campagne électorale. On postule, on accepte notre candidature, on fait partie d'un noyau de candidats, 6-8 à l'époque, et on doit proposer un projet. Donc pour le proposer, il faut venir sur place, il faut rencontrer des gens, aussi bien des politiques, des associatifs, le personnel de la structure, savoir qui y travaille, comment ça se passe. Donc on monte un dossier, un projet, puis ensuite on le défend. On le défend devant un grand jury, c'est un grand oral, et ça le fait ou ça le fait pas. Voilà. Et un projet, c'est quoi ? C'est une programmation ? C'est comment tu vois le Carré Magique par la suite, etc. Oui, voilà. Et là, déjà, on parle beaucoup du Carré Magique, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est, en fait. Du coup... est-ce que tu peux nous présenter ton rôle en fait au Carré Magique et tout ce qui est fait là-bas au-delà du théâtre, du cirque? C'est un peu le principe de l'iceberg. Il y a ce qui se voit, la saison, les spectacles auxquels vous êtes invités. C'est donc la programmation, c'est aller voir des spectacles, rencontrer les artistes, les écouter quand ils présentent un projet, quand ils le défendent, les suivre, les accompagner. Donc c'est toute la partie... on va dire, très, très ouverte, très joyeuse de la programmation. Accompagner des artistes, c'est pas simple, une création. Est-ce que je vise juste ? Est-ce que mon projet est cohérent ? Et puis, on reçoit des équipes en résidence, donc on voit le travail en cours. Et à partir de là, y a des choses
qui sont fragiles, d'autres qui sont justes à ce moment-là. Donc on a ce rôle d'être très proche des artistes. En même temps, c'est animer une équipe, coordonner, c'est faire vivre la structure, c'est rendre des comptes, on rend beaucoup de comptes, c'est déposer énormément de projets pour ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, qui est ce qui se voit moins. C'est-à-dire que ce qui se voit moins est très important. Parce que les gens s'imaginent que y a des spectacles, on travaille, il n'y a pas de spectacle, point d'interrogation. Mais en fait, on travaille tout le temps. Parce que d'abord, il y a aussi la technique qui monte les spectacles, qui prépare la salle. Ensuite, ça joue, ensuite, ça démonte. On reprépare la salle pour la suite. Il y a des résidences, entre tout ça, il y a des résidences d'artistes. Donc en fait, même s'il y a, par exemple, l'année fait 365 jours, il peut y avoir 80 jours de représentation, donc, puisque il y a une 35 spectacles qui sont programmés. C'est chargé. Donc ça fait 80, parfois 100 représentations quand il y a le festival Garogori, qu'on fait hors les murs tous les 2 ans. Donc il y a tout ce travail qui est permanent et en gros, on est un peu à dans une logique où notre calendrier ressemblerait à celui des étudiants ou des lycéens ou des collégiens. C'est-à-dire que nous, on va parler de saison quand d'autres parleront d'année scolaire. Donc, c'est vraiment un travail continu et c'est vrai que c'est là où souvent il faut être pédagogue. C'est-à-dire qu'il faut toujours expliquer pourquoi non, le lieu n'est pas disponible parce qu'on a tel et tel montage, telle et telle résidence. Que pendant les vacances, en fait, les artistes, on leur permet de travailler sur le plateau. Et quand on permet de travailler, c'est pas donner les clés et puis tourner le dos et attendre que ça se passe. Non, on est là, les techniciens sont présents et on finance les résidences. C'est-à-dire qu'on paye les gens pour qu'ils travaillent chez nous. Voilà. Et toi, en plus, tu as aussi le rôle d'aller voir les pièces et de les choisir. Voilà. Donc ça te prend aussi tout un été, c'est ça ? Ça prend pas que l'été, c'est à peu près toute l'année. En fait, la programmation, c'est un flux continu. Oui, mais pour aller voir les représentations des pièces, tu vas aller voir où ? En Bretagne, à Paris, un peu partout en France, ça dépend. Alors, on essaye de rationaliser, on fait gaffe. On parle bilan carbone aujourd'hui, on parle covoiturage, on parle éco-responsabilité, donc on fait très attention, mais on voit des spectacles tout le temps. Voilà. Et ces spectacles, est-ce que tu dois rendre des comptes à des gens ? Est-ce que tu choisis exactement ce que tu veux ? Évidemment, tu es obligé d'intéresser sur d'autres sujets que ceux qui t'intéressent, mais est-ce que toi, tu as des comptes à rendre à une autorité supérieure ? On gère de l'argent public, donc on a forcément des comptes à rendre à nos partenaires financiers. Je dis bien partenaires d'ailleurs. Qui sont d'ailleurs ? Qui sont l'État, ministère de la Culture, à Paris et en région, puisqu'il y a les 2 étages, puisqu'on est un label national, donc on est financé par le ministère de la Culture. Mais aujourd'hui, on sait que 70% des budgets culture, ce sont les collectivités. Donc l'État est là pour être le garant d'une forme de pluralité et de liberté de programmation. Mais en réalité, les grands financeurs, c'est ici l'AGLO, Lannion-Trégor Communauté, c'est le département des Côtes-d'Armor et c'est la région Bretagne. Et les personnes qui viennent voir le spectacle, c'est rien du tout ? C'est peanut ? Les personnes qui viennent voir le spectacle... Les spectateurs, qu'est-ce qu'ils représentent en pourcentage ? C'est-à-dire qu'en pourcentage, quoi, financier. Qu'est-ce qu'ils rapportent les spectateurs ? Par rapport à un budget qui est celui du Carré Magique, la recette billetterie, elle est autour de 20% du budget. Ah ouais, okay. D'accord. Ouais. Mais tout simplement parce que... Alors là, on va rentrer dans des sujets complexes, politiques. Non, mais on est pas obligé. C'était pour nous intéresser. Mais nous sommes un théâtre public. Nous avons une mission de service public. Donc... Quand je dis qu'on rend des comptes, oui. Par contre, on a aussi un cadre. En fait, on signe, les directions signent des conventions pluriannuelles d'objectifs qui sont chaque année regardées, analysées. Donc, on a en gros un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, on a une liberté de programmation. C'est-à-dire que personne ne me dit « tu dois programmer ci, tu dois programmer ça ». Les spectateurs parfois me disent « il y a vraiment trop de cirque » ou « encore du cirque ». Mais en fait, ils sont au rendez-vous. Donc, Manu l'a dit. Voilà.
Donc c'est un équilibre. Les spectateurs sont aussi essentiels que les artistes. S'il n'y a pas d'artistes, on n'existe pas. Ouais, Mais s'il n'y a sûr. pas de public, on n'existe pas longtemps Ouais. non plus. En gros, autrement dit, si moi je fais fuir, si les salles sont vides, si ma programmation ne plaît pas, il y a un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu pars à la retraite. Oui, parce que Parce que je fuis. Non, tu parles beaucoup de ta programmation, de comment choisir des artistes. Et là, justement, ceci n'est pas une saison comme les autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Et comment tu as programmé cette saison? C'est quoi le thème? Voilà, est-ce qu'il y a des spectacles qui te marquent là-dedans, que tu as envie que les gens aillent voir? Est-ce que tu peux nous en parler de cette saison? Bah oui, elle n'est pas comme les autres. Pourquoi? Pour une raison simple, puisque c'est ma dernière saison, bien sûr, et que j'ai voulu jouer avec ça. Puisqu'on dit, on inonde un peu partout, tous les théâtres, dans une forme de concurrence sympathique, vendent leur saison. Et là, pour une fois, je me suis dit, c'est la dernière, donc disons que ceci n'est pas une saison. Mais en fait, entre parenthèses, comme les autres. Donc ça reste une saison. Donc on va y trouver tous les genres artistiques. Et c'est vrai que ce qu'il m'importe, moi, c'est que les gens soient curieux, acceptent ce jeu qui est, finalement, on ne connaît pas cet artiste ou cette compagnie. Qu'y a-t-il derrière? Est-ce que le texte est suffisant? Est-ce que la photo est suffisante? Est-ce que mes paroles, ma force de conviction fonctionne à plein ou à vide? Tout ça, c'est un jeu d'équilibre. Alors, je ne suis pas seul, en tout cas, je dis jeu, mais en réalité, c'est un travail d'équipe. Moi, finalement, une fois que je construis la saison, que je partage aussi cette construction avec d'autres personnes dans l'équipe, puisque Ombeline travaille sur la programmation jeune public. Léa est aussi en écoute, qui est pourtant l'administratrice, donc on pourrait se dire que c'est la question financière qui est sa principale préoccupation, certes, mais il y a aussi toute la dynamique artistique. Et puis c'est un esprit. Le Carré Magique, c'est un peu... On essaie de faire passer l'idée que ce que vous verrez au Carré Magique, à la fois a été original, vous ne serez pas déçus. Parfois, vous serez très surpris, interloqué, en question, mais c'est ça aussi le spectacle vivant. On ne fait pas dans la thérapie, on n'apporte pas de solution, mais en tout cas, les artistes posent des questions, interrogent le monde et ça percute parfois de manière assez incroyable avec le public. Moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que si vous allez au cinéma, vous, oui, est-ce que dans une salle de cinéma, vous voyez des gens partir ? Ça dépend du film, ça Ouais, m'est déjà ça peut arrivé. arriver. Mais généralement non. Voilà, on voit très peu de gens partir. Et notamment, on ne voit jamais de gens partir parce qu'ils sont, ou alors c'est rarissime, ils sont émus, choqués par quelque chose, donc par de l'image. Il y a une telle connaissance de l'image ou un tel rapport à l'image qu'on prend toutes les images, ou presque. Il y a certains films comme Salo ou Les 120 jours de Sodome de Pasolini qui sont des films puissants et qui peuvent être plus que dérangeants, mais globalement, même les films d'horreur, c'est un style en soi, on reste dans la salle. Au théâtre, il arrive que des gens partent parce que ce qui est en jeu sur le plateau, et parfois il n'y a rien, il n'y a pas de décor, c'est juste un corps, le corps d'un artiste ou d'une artiste, comédien ou comédienne, et ce sont des mots. Et ces mots sont tellement forts que parfois les gens sortent parce qu'ils ont un choc personnel, une émotion, et à partir de là, il se passe beaucoup de choses. Donc le spectacle est impressionnant, quand bien même il ne développe pas ou il n'utilise pas d'artifice pyrotechnique ou autre. Il y a une force. Toi, tu parles de cette force qui fait bouger les gens. Est-ce qu'il y a un spectacle ou un événement qui t'a marqué dans ta vie en général, dans ta vie théâtrale, mais notamment pendant ces 17 années au Carré Magique? Il y a beaucoup de spectacles. Un seul. Un événement, ou même une réaction du public. Dernièrement, on a eu le Songe d'une nuit d'été de la compagnie belge Point Zéro. Songe d'une nuit d'été, Shakespeare, a priori un classique, mais totalement emballant avec des marionnettes, parce qu'une dynamique très contemporaine finalement, puisque c'était une version un peu queer du texte de Shakespeare. Et c'est vrai que les gens sont sortis complètement emballés.
Autre moment, grand moment qu'on a eu il y a quelques années, en 2019 particulièrement, Laura Murphy dans son solo Contra, qui est un solo en langue anglaise où elle est seule sur le plateau, a complètement scotché le public. Pourquoi ? Parce que c'est un discours féminin, évidemment, c'était une femme, féministe, extrêmement militant, extrêmement intelligent, malin, très fin, et avec un débit incroyable. Elle n'arrête pas de parler pendant 60 minutes, mais elle expose justement la question de ce rapport entre masculin et féminin dans l'espace public. Mais il y a un détail sur scène qui a littéralement surpris, scotché le public, qui est sorti en me disant si on n'imagine même pas que le cirque puisse aussi être ça, et c'est extraordinaire. En fait, ce détail, c'est qu'elle est nue pendant toute la performance. Et effectivement, cette nudité n'est absolument pas dérangeante parce qu'elle est totalement assumée et c'est quasiment son costume de scène. Donc, il y a quelque chose qui est curieux puisque la première vision est choquante ou surprenante. Et en fait, les gens se sont totalement laissés embarquer par l'artiste et c'est une surprise. Oui, complètement, parce que la nudité n'est plus une question, n'est plus un problème. Et quand j'évoque ce spectacle, évidemment, on va me dire, bon, est-ce bien raisonnable ici à Lannion ? Je dis oui, parce qu'à Lannion, on a eu énormément de spectacles très différents, tout genre, et effectivement, ça n'est pas un problème quand c'est juste. Voilà. Oui, quand ce n'est pas gratuit. Ça peut étonner, ça peut faire peur de ce genre de spectacle. Il n'y a pas de raison. C'est marrant que vous disiez ça. Vous êtes jeune, pourquoi ça devrait faire peur ? On prévient, c'est pas pour les moins de 16 ans. Oui, tout à fait. Valentin, est-ce que tu peux nous présenter un peu les parcours du coup qu'il y a en partenariat avec le Carré Magique ? Vous êtes peut-être au courant, ceux qui nous visionnent depuis l'ENSAT, mais l'ENSAT essaie de se rapprocher aussi du Carré Magique. Et le Carré Magique se rapproche de nous également, les deux. Et donc le BDA de cette année a fait plusieurs offres. Valentin, qui fait partie du BDA, va nous en parler, je crois, puisqu'il est plus à même que nous de présenter. Ah. Ouais, c'est bon, tout est bon. Non, on n'a pas ton retour. On n'a pas le son. Ah, est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça c'est bon, Valentin. Ouais. Ok, c'est bon. Bon, je sais pas si vous voyez du coup sur l'écran de retour. On a fait une offre avec le Carré Magique récemment pour promouvoir justement certains spectacles avec des parcours différents, c'est-à-dire 3 parcours différents. Dans ces parcours-là, on va retrouver... alors attendez que je change juste la view. Hop. 3 parcours, tous au même prix, à 21 €. Donc d'ailleurs, le premier parcours commence demain avec justement les spectacles sensibles, qui sera le 15 novembre à 20h. Donc c'est le projet accessibilité sur lequel plusieurs membres de l'ENSAT travaillent pour réaliser des projets qui permettront aux personnes malvoyantes et non-voyants d'améliorer l'accessibilité à ces spectacles-là. On a en fait le spectacle où ce qu'on va agir dessus, ça va être The Award pour la compagnie Back Pocket. Où ce qu'on on va proposer d'audio-description et on va travailler avec les artistes, la compagnie, des associations représentant justement ces personnes malvoyantes et non-voyants pour essayer d'adapter le spectacle encore plus et d'ouvrir à l'accessibilité à un maximum de personnes. On a aussi les spectacles parcours vivant, donc bon, c'est pareil, c'est sur le même principe. On retrouve un spectacle commun entre les 3 qui est The Award, qui est avec en 3e parcours le découverte du cirque, qui est aussi très intéressant, avec le cirque queer en compagnie à la fin pour clôturer le 15 mai à 20h aussi. On retrouve ces 3 spectacles à 21 €. Les teasers sont sur le site du Carré Magique, donc dans le résumé de la saison. C'est disponible partout sur nos réseaux. Tous les réseaux internet du monde entier. Tout à fait, du monde entier. Eh bien super. Eh ben merci Valentin. Et de rien. Ça permet d'enchaîner sur une question qu'on a dans le chat pour Philippe. Très bonne question. Est-ce que c'est un défi du Carré Magique de faciliter un accès à la culture, notamment pour les populations qui n'ont pas la chance d'avoir un capital culturel hérité et souvent défavorisé ? C'est un défi parce que c'est vrai que c'est c'est pas forcément naturel de rentrer dans un théâtre. Donc pour nous, c'est vraiment tout le défi. C'est-à-dire qu'on a
à la fois la chance de ne pas être un théâtre dit bourgeois, c'est-à-dire un bel édifice au milieu de la cité. On est au centre de la cité, mais on est un peu caché. Et en fait, nous, on revendique le fait d'être un lieu accessible, mais on sait aussi que c'est pas parce qu'on le dit que ça fonctionne. Donc, par rapport à ces publics dits éloignés de la culture, c'est-à-dire que ça peut être tout simplement des gens qui habitent à l'extérieur de Lannion, plus ou moins loin d'ailleurs, puisque l'agglo s'étend. Et donc, on a tout un volet d'actions, de rencontres, de travail avec des relais sur ces différents publics. Et ça se traduit par deux choses. C'est soit nous allons à leur rencontre avec des chantiers, des ateliers, des projets qui vont permettre à ces personnes de venir au Carré Magique. De s'intéresser, surtout. De s'intéresser, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Et on ne va pas communiquer de la même manière sur un spectacle dit jeune spectateur, jeune public, ou dit famille, qu'adulte. Après, il est clair que si c'est un spectacle adulte, on a programmé Blanche Gardin. Là, on n'avait pas de questions à se poser. Tout est parti en 2 minutes chrono. Les dernières places, les 300 dernières places sont parties en 2 minutes chrono entre minuit et 0h, 2 minutes 30 du matin. Donc voilà, là les gens viennent et c'est pas forcément le public habituel qui vient. En plus, en fonction des genres, là il y a très peu de jours, là, avant-hier nous avions Annie Ebrel. C'est un public qui est sensibilisé à la musique bretonne, au chant. Donc c'est encore d'autres publics. Donc la variété de la programmation permet de cibler des publics, de travailler avec eux. Et puis il y a aussi l'autre volet, c'est que nous proposons des spectacles hors les murs. Chapiteaux, notamment cirque. Le cirque a cet impact, et c'est ça qui est génial au Carré Magique, c'est que le cirque dégage une image immédiate d'empathie. On est moins impressionné par un chapiteau, on est beaucoup plus curieux de savoir ce qu'il y a sous la toile, et que de pénétrer dans un théâtre où on se dit c'est pas pour nous. Et en fait, même si le Carré Magique a quand même 33 ans, il est là, il est bien repéré dans le paysage. Néanmoins, il y a toujours des gens qui n'y sont jamais venus ou qui se posent plein de questions. Donc, c'est un combat permanent, c'est vrai. Et pour attirer les jeunes, il y a aussi, en tout cas, puisqu'on est dans ce cadre-là, il y a une politique tarifaire. Là, on voit 21 €, 3 spectacles, ça fait 3 fois 7 €. On est compétitif, même par rapport au cinéma, on se situe sur ces marges-là. Le problème, c'est un peu... C'est ce travail, ce rapport à la curiosité. Et moi, je dis toujours que on n'est pas obligé de venir au théâtre. Hein, et tout le monde n'aime pas la même chose. On peut aimer le football et ne pas aimer le basket, ou aller voir du basket et ne jamais aller voir de football. C'est pas un problème. Donc, il faut aussi qu'on arrive à se dire que la culture n'est pas un problème. Sauf que souvent, la culture rejoint la question politique, puisqu'on parle de politique culturelle. Et là, il y a des tensions qui se créent. Il y a des hommes ou des femmes politiques qui tirent à boulet rouge sur les lieux comme les nôtres, au motif que c'est pas le cas ici dans le Trégor. Et c'est heureux, mais il y a des régions où en ce moment ça devient très dur pour des théâtres de programmer. J'évoquais Le Songe d'une nuit d'été, version queer, où là on va avoir le cirque queer. Ce sont des spectacles qui aujourd'hui ne passent plus dans certaines communes au motif qu'ils abordent des sujets qu'on n'a pas envie d'aborder. Donc on voit bien qu'il y a la question de la censure est rampante, la question de l'autocensure aussi est présente. Les enseignants sont aussi sous pression de la part du ministère de l'Éducation nationale et des parents. Donc on voit bien que beaucoup de choses changent dans la société. Et nous, notre ligne, on a tenu cette année, on a voulu ne pas augmenter le prix des places, puisque même si vous n'êtes pas étudiant, c'est pas si cher que ça. En réalité, c'est combien ? Le prix moyen, puisqu'en fait, on peut avoir des spectacles où le prix, le haut, est à 30 €, mais en réalité, si on ressort une moyenne de prix, le tarif moyen au Carré Magique se situe entre 10 et 12 €, pas plus. Ce qui est très, très honnête. Oui. Et tu parles d'attirer tout le temps du public. Nous, puisque tu regardes, c'est sûrement des étudiants qui te regardent, est-ce que tu as... Donc une pièce de Ceci n'est pas une saison comme les autres à recommander, que tu aurais aimé voir quand tu avais notre âge,
On a déjà toutes les œuvres présentes par le BDA, évidemment. Peut-être que tu peux parler d'une œuvre qui est d'ailleurs présentée par le BDA. Oui, puisque vous avez listé Fame, vous avez listé d'autres spectacles. The Award. The Award, c'est un jeu, c'est un spectacle de cirque, mais qui se pose la question de The Award. C'est comme on parle des Grammy Awards. Donc c'est une cérémonie. Donc on va inviter le public d'ailleurs à venir comme s'il était à Cannes ou ailleurs. Et donc c'est un spectacle qui démonte un peu tout le jeu de faux semblants qu'il y a dans les cérémonies où on remet des prix. À l'ANSAT, il y a des cérémonies d'ailleurs. La cérémonie de prix, de diplôme se passe au Carré Magique. Généralement, donc, il y a quelque chose, mais généralement, oui. Voilà, il y a quelque chose à imaginer. Et The Award, c'est ça. C'est-à-dire que le public arrive, les artistes seront dans le public comme si ils attendent d'être appelés pour recevoir un prix. Et en fait, tout se détraque. Donc c'est un spectacle à la fois de cirque, très théâtral, avec aussi une forte présence de la vidéo. Et c'est un spectacle aussi qui fait rire? Pourquoi faut-il toujours rire? Non, pas du tout. Juste, je me demandais. Non, mais c'est il y a un potentiel comique assez large. Oui, c'est un spectacle qui a un potentiel burlesque, puisque j'oserais dire que la plasticité ou l'élasticité des circassiens permet aussi des figures acrobatiques étonnantes. Donc un jeu qui est plutôt proche du burlesque, où on peut retrouver des citations de Buster Keaton ou de Charlie Chaplin, en gros des jeunes, quoi. Donc non, c'est vraiment la question du rire. Elle est très présente. On aime beaucoup ça. D'ailleurs, dans quelques jours, on reçoit les Sea Girls avec Dérapage, qui est une nouvelle création. Donc, c'est du cabaret. C'est aussi un cabaret qui joue avec les codes du New Burlesque aujourd'hui. Donc, beaucoup de détournements. Non, le rire est présent dans beaucoup de spectacles. Et quand il n'est pas présent, c'est la tension qui est présente et on joue un peu une partition coup de poing. Intéressant. Nous, avec NSA TV, on avait été voir une conférence aussi au Carré Magique. Du coup, c'est en partenariat avec une association. Je crois que vous organisez aussi des conférences au Carré. Je sais pas si tu la regardes, je sais pas si tu gères un petit peu ça. Enfin, comment ça se passe? Non, c'est le groupe Rencontre, qui est une association dans laquelle d'ailleurs vous pouvez aussi vous investir, puisque ce sont des gens un noyau comme ça, historique, dans Lannion, qui programmait aussi du spectacle avant que le Carré Magique n'existe. Donc ils ont souhaité continuer ce cycle de conférences et c'est un peu pour aborder des sujets à la fois tout terrain. On va trouver des sujets scientifiques, environnementaux, politiques, économiques. Donc c'est un plus et moi j'ai tendance à penser que un lieu de culture, c'est aussi un lieu où il se passe des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre uniquement du spectacle vivant. On avait des rendez-vous poétiques, donc Yvan Lemaine a aussi pris sa retraite. Mais elle arrive dans 2 minutes. Moi, les rendez-vous avec conférences, ça pourrait être des cafés philo, ce serait très bien aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à imaginer. Et j'ai envie de dire et de croire qu'aujourd'hui, justement, vu l'état de la société, vu les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui et qui seront les nôtres demain, je pense qu'on n'a pas éprouvé encore tous ces endroits de rencontre où on peut justement débattre, se rencontrer de manière décontractée. Et on a, un bar et il faut en profiter. Mais c'est vrai qu'il y a un bar et on ne savait pas ça, nous, avec Manu. C'est pour ça qu'on ne venait pas au début, mais si un bar, on viendra plus fréquemment. On viendra à chaque fois. Donc là, j'ai un petit appel urgent. Je vous abandonne quelques minutes. Oui, ne m'envoyez pas. Il n'y a pas de souci. Philippe nous avait prévenu, il a un petit problème. Voilà, un petit appel. Donc, pas de problème. Donc, en tout cas, c'était la première partie, c'est avec Philippe. C'était très intéressant sur le Carré Magique, c'est ce que vous pouvez y voir là-bas. On vous encourage forcément à aller voir toutes les offres du BDA à ce sujet. Et là, on va recevoir... Dans quelques minutes. Donc, dans quelques minutes. Restez par là. Dans quelques minutes, on va recevoir Tréfina Quérin, qui est adjointe à la culture sur la ville de Lannion, qui va nous parler de sujets culturels à Lannion. Et ensuite, avec Philippe et Tréfina, on va parler de la culture chez les jeunes. Oui, pourquoi est-ce qu'il y a avec un thème qui est très très bien. Comment intéresser les jeunes au sujet culturel qu'on a déjà un petit peu abordé. Donc voilà. Voilà, bon c'est déjà pas mal.
Oh putain, c'est passé quoi les gars? Coupure de courant. Putain, il n'y a plus rien là. Oh, attends, j'ai rien. J'ai une petite lampe. Il y a plus de réseau hein. Une petite lampe. Noël, tu peux aller chercher la caméra? Ouais, ça arrive. On n'a plus rien du tout là? Non, il n'y a plus d'écran, plus rien. Oh punaise. Attends, il y a plus de réseau là? Non. Bon, on va chercher Philippe. On va chercher Philippe, là il était parti, ou c'est de régler le problème, mais je sais pas si on peut mettre le courant. Je pense que c'est les pompes. Putain, on n'a plus rien là. T'es toujours en caleçon? Ouais, je suis toujours en caleçon, je suis à l'aise pendant les émissions. Bon bah les gars, vous gérez la régie, je sais pas ce que vous pourrez lancer. Nous on va voir ce que vous Putain. Salut Geek. Meilleur 407, je sais Allez. pas ce que C'est vraiment pas la chance que ça arrive maintenant quoi. Alors le pire moment, comment c'est possible? Là en live, merde. J'espère que Philippe va bien. Ah oui, Oh les secours. putain, en plus plus de courant. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. On trouve Philippe, on le ramène et il va essayer de mettre le courant. J'espère qu'il est au moins sous toilette là. Ouais. Mais oh, qu'est-ce que vous faites là? Week-end, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi je cherche les fantômes, vous Les fantômes, à Comment ça? ça, des Mais fantômes? vous voyez pas, il y a une coupure de courant. Si. Bah c'est à cause de ça, c'est les fantômes, ils errent en novembre. Des fantômes qui errent dans l'Ensat, tu parles du Tencoty? Non, d'autres fantômes. D'autres Regardez la machine, elle bip depuis avant. Mais non. Et t'aurais pas vu Philippe notre invité? Non, j'ai pas vu Philippe, mais j'ai vu le fantôme du BDA. Il est parti par là C'est avec peut-être le fantôme qui a quelqu'un. capturé Philippe. Peut-être. Tu peux nous mener à eux? Oui, bah allez-y, mais fais gaffe, le fantôme agit vite. Vite. Alors ça dit quoi les bips là? Regardez, ici ça bip de plus en plus, vous le voyez. Oui, super Ça fort. doit être une des trois salles. On ça par là. Yes. Oh, Si ça bip fort, ça bip fort. Mais comment on peut les Oh, voir? putain. Ils sont là. Comment on peut les voir? C'est des fantômes. C'est une salle pleine de fantômes. Tenez, j'ai fait des incantations, on peut les voir maintenant. Bon, Regardez, voici le premier fantôme. peut-être qu'ils pourront nous donner des informations sur où est Philippe et où est le fantôme Je du sais pas, BDR. faut leur parler. Est-ce que vous avez des informations? J'ai acheté le livre et pas un QCM, pas un module Windows Trio. C'est le fantôme. Elle a jamais validé ce C'est le trio. fantôme de J'ai Strio. acheté le livre. Ah putain. Elle va C'est rester là triste. longtemps. Demande-lui si elle a des informations. Est-ce que t'as des informations? Fantôme du DS de Striou raté. Sur Philippe? Oui, Philippe. Non, je n'ai pas d'informations sur Philippe. On va aller voir les autres Pas fantômes. sûr qu'il est validé. Ok, elle nous est d'aucune utilité. Fantôme! Un deuxième fantôme. Fantôme! Ouais, bonjour. Bon, et t'es quel fantôme? Bah écoutez, moi j'ai acheté mes skis il y a quelques années en fait. J'attendais de partir en week-end avec Sirensat en fait. Ah je sais. C'est Et, le fantôme bah, de y a ski. pas eu- Le fantôme du week-end au ski de Sirensat. Voilà, et j'ai mes skis au pied là depuis quelques années et ça me fait Ah un peu putain, chier, j'ai quoi. failli trébucher. Je suis bloqué là en fait. Voilà. Ah punaise. Il va rester là longtemps, il y aura jamais Est-ce de que week-end t'as des de- informations sur Philippe? Philippe comment? Ah bah il a sûrement pas Philippe d'informations. Catherine. non, Catherine. bah il est bien. Philippe Le Gall. Tu sais que Sirensat sont même plus à l'AE? Ah, ça fait des années que t'es. On va aller voir un autre t'es à la fantôme, retraite. on va aller voir un autre Ah, fantôme. putain, vous allez désolé. Hein. Oula! Ah bah, ça représente quoi on ça a gagné. On a gagné. Non. Non. Vous êtes quel fantôme? Ah merde. Bah moi je suis le fantôme de l'Atlantic Cup, en fait j'attends juste que l'ENSAT gagne une médaille. Ah putain. Ah, pardon. Ah Non merde. mais ça va, vous allez attendre un moment là. Ah ouais, on a encore perdu le relais là. Ah ouais? Et vous avez des informations sur le fantôme du BDA et sur Philippe? Non, rien moi. Ah punaise. Putain, si Charles avait gagné, si Charles avait rien fait, on aurait pu gagner les Ah oui, au basket là. Non, si au relais, s'il avait pas allumé les. Ah oui, c'est ça. À deux fumigènes près. hein. Putain. Bon, je crois qu'il y a un vers dernier le fantôme, fantôme là-bas. On va aller voir. Punaise, elle fait peur cette salle. Bon, on va parler au dernier fantôme. Est-ce qu'il a des informations? Est-ce que t'as des informations sur Philippe? Il parle pas français. Il parle fantôme. Je vais parler en fantôme. Philippe. Ah putain, apparemment Philippe a été capturé et puis il y a d'autres personnes qui ont été capturées. Julie apparemment il y a 3 ans elle a aussi été capturée. Mais attends, mais c'est le fantôme de quoi lui? Eh dis-moi. Apparemment c'est le fantôme des Donation Golden Sat TV. Ah, Il ça est- va être un ouais. nouveau. C'est le meilleur Ah, oui, donateur. Il est tout Il nouveau. va et attendre puis- que Donation Goal soit fait, mais on les fera jamais. Mais non, il fera jamais. Il va rester rester toute sa longtemps, vie. ouais. Ah bah il faut pas lui dire ça. Sur le BDA. Il m'a donné des informations sur le fantôme du BDA. Apparemment, c'est le premier fantôme et il attend qu'une action artistique soit faite et il erre dans tout l'Enstat depuis un long moment. Ah, c'est Il parce faut que le qu'on- BDA il- sert à rien. Et oui, le BD a jamais fait d'action artistique, c'est pour ça. Il faut faire quelque chose pour une action artistique pour qu'il puisse aller au paradis, sinon ça va durer encore Et longtemps. demande-lui si c'est lui qui a Philippe. Ok, apparemment c'est lui qui a Philippe. C'est Faut lui qu'on qui se a dépêche. Ok. Ah, je crois que j'ai une idée, Manu. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai une idée artistique.
Allez, pour Anne de Bretagne. Pour tous les fantômes de l'EPSAD. Pour les fans de l'EA 5 euros. Ouais. Petit fantôme du BNA. Rejoins enfin le paradis. Ouais. Petit fantôme du BNA. Tout le monde. Rejoins enfin le paradis. Petit fantôme du BDA, tellement longtemps tu as erré. Fantôme du BDA coupé, je suis le fantôme du BDA, et je rejoins le paradis. Je suis le fantôme du BDA, et je rejoins le paradis. Je suis le fantôme du BDA, et je rejoins le paradis. Manu, couplet. Petit fantôme, tu as tellement mérité ton paradis. Rejoins enfin, soutenir te revient de toi. Waouh! Oh punaise! Bon, c'est bon, ouf, on a retrouvé Philippe après cette histoire. Manu, c'est une sacrée Merci au aventure qui fantôme nous est arrivée. de l'avoir relâché. Oui, hein. oui, merci à lui. Ça comptait uniquement sur lui. Eh ben, figurez-vous qu'on a une nouvelle invitée qui était cachée sous la table depuis le début et qui est enfin sortie. Adjointe des affaires, aux affaires culturelles, non? C'est Et oui. adjointe aux affaires culturelles de Lannion. Donc, Tréfina Quérin, vous êtes une engagée en politique, comme l'a dit Titouan, puisque vous êtes adjointe aux affaires culturelles de Lannion, et puis vous êtes aussi activement impliquée dans l'Union démocratique bretonne, qui participe notamment au maintien de la culture en Bretagne, notamment de la langue bretonne. Et on vous laisse vous présenter pour la suite. Oui, des informations qu'on n'aurait pas dit. D'accord. Alors, C'est ce que vous faites. en fait, c'était déjà pas mal. Donc, oui, donc en fait, je suis donc adjointe à la culture depuis 2020. Donc, premier mandat pour moi et aussi conseillère communautaire à l'Agnon de Trégor Communauté. Et donc, voilà, en fait, on accompagne beaucoup d'associations à Lannion. On accompagne aussi des événements culturels. En fait, dans différentes langues, hein, que ce soit en français, en breton, en basque parfois aussi. Non, je plaisante. Ça parle à Manu. Ça parle à Manu. Il allait parler basque là. On pourrait. Oui, donc en fait, l'idée, c'est de maintenir en tout cas une offre culturelle accessible à toutes et à tous. On essaie de faire aussi beaucoup d'actions gratuites, comme les tardives, par exemple. Voilà, donc l'idée, c'est de toujours donner accès à la culture. Qui sont, pardon, les tardives? Pardon, j'ai même pas expliqué. Non, c'est pas. Alors, les tardives, en fait, ce sont des soirées, de longues soirées durant l'été. Donc, on a 4 soirs avec des programmations donc, de groupes, souvent de groupes du territoire breton, ou après, il peut y avoir aussi des personnalités diverses et variées. Donc, animation, concerts, fest-noz, enfin voilà, c'est toute une soirée jusqu'à 1h, 2h du matin. Et l'idée, c'est vraiment que les gens se rencontrent. Ok, très bien. Et donc, c'est donc des soirées un peu dans le maintien de la culture bretonne. Est-ce que c'est des... Pas que. Et pas uniquement. Voilà, en fait, l'idée, c'est que vraiment toutes les musiques se rencontrent, en fait. Toutes les musiques et toutes les générations, parce qu'on a aussi des animations pour les familles, voilà, et des parties de soirée vraiment pour les plus jeunes, les moins jeunes. Enfin, c'est vraiment très varié. C'est un peu l'idée aussi peut-être de la culture en Bretagne, c'est que en fait toutes les générations sont mélangées et voilà, et en fait toutes les populations sont vraiment ensemble en fait autour d'une même cause, quoi. Très bien. Et quand vous parlez de soutenir toutes ces associations, c'est de l'ordre financier, j'imagine? Pas que. Alors, on a bien sûr des subventions, comme vous le savez peut-être. Voilà, en fait, on accompagne les associations pour qu'elles puissent mettre en place leurs actions. Donc, ce sont elles qui sont finalement maîtresses un petit peu des actions qu'elles souhaitent proposer sur le territoire. Et on a aussi de l'accompagnement plus humain, matériel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre parfois des salles à disposition. On peut aussi prêter du matériel, on peut aider aussi l'installation des différents événements sur Lannion. Donc c'est vraiment très varié en fait. D'accord, très bien. Et à côté de ça, du coup, on l'a dit, vous êtes membre de l'Union démocratique bretonne. Oui.
Pardon, je me suis perdu. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous y faites Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça parle pas, qui savent pas du tout ce que c'est l'UDB. Eh ben, je serais ravie d'expliquer et d'éclairer ces gens. Oui, donc alors l'Union démocratique bretonne, donc connue sous le sigle de l'UDB, c'est un parti politique qui existe depuis 60 ans déjà, 60 ans cette année d'ailleurs. Et en fait, on va dire, alors pour résumer en quelques mots, c'est un parti de gauche, écologiste et fédéraliste. Donc en fait, qu'est-ce que le fédéralisme, me direz-vous? Donc nous, on défend en fait la décentralisation du pouvoir vers les régions. En fait, on aimerait que chaque région ait un pouvoir et un budget autonome pour être vraiment autonome dans ses actions et pouvoir distribuer en fait ce budget comme il l'entend sur les services publics. Ça veut dire que sur les régions qui lèvent l'impôt, par exemple, et qui gèrent les hôpitaux, tout ça. Voilà, ça sera un petit peu l'idée. Alors, ça serait que les impôts soient mieux répartis, notamment les impôts locaux, c'est-à-dire qu'en fait, la population verserait en fait des impôts qui iraient un peu plus directement à leurs services publics. Après, bien sûr, vous allez me dire, voilà, toutes les régions n'ont pas forcément les mêmes richesses, etc. Et on peut, du coup, dans ce cas-là, faire un système de répartition un peu plus juste pour que certaines régions ne se retrouvent pas pénalisées. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une répartition qui n'est pas du tout équitable. Et en fait, on voit bien, là, ce qui est en train de se passer. En fait, on a la loi finance qui nous tombe dessus. Et donc, les collectivités locales vont être largement taxés, c'est-à-dire qu'on va ponctionner en fait une partie de leur budget, notamment en fonctionnement. Et le fonctionnement, c'est ce qui fait en fait marcher toute la boutique, en gros. Donc en fait, on va demander des efforts énormes aux collectivités locales, qui sont en fait les premières instances face à la population et qui répondent à leurs premiers besoins. Donc l'idée, si on avait un budget autonome, en fait, on ne serait pas face à ces coupes qui nous tombent dessus de façon un peu inattendue. Voilà. Donc on ne serait pas obligé de faire des choix en matière de services publics, quoi. C'est vrai, pas autant. C'est vrai que tous ces problèmes de centralisation, on les voit notamment pas mal avec tous les trajets en train qu'on doit faire. Moi, j'habite à Bordeaux. Aller jusqu'à Bordeaux en train, il faut évidemment passer par Paris. Pour aller à Lyon, il faut passer par Paris. Alors qu'en Bretagne, on pourrait jouir, ou même à Bordeaux, en région, on pourrait jouir d'un trajet d'infrastructure ferroviaire beaucoup plus intéressante. C'est vrai que le transport, c'est un des premiers points, c'est vrai, importants pour la population. Et c'est vrai que si on continue comme ça, on va encore prendre du retard en matière de liens ferroviaires, etc. Et même le transport tout court, transport en fait locaux. Parce qu'on voit même ici à Lannion, je pense que la population n'est pas en fait servie de façon suffisamment efficace en fait par rapport à d'autres coins de France. Donc, il faudrait vraiment qu'on arrive à équilibrer tout ça. On est seulement relié à Plouaret et il y a une seule ligne. Les gens ne le savent pas, mais il y a une seule ligne entre Plouaret et Lannion, ce qui fait que les trains ne peuvent pas se croiser. C'est pour ça que parfois ça prend beaucoup de temps de faire des correspondances, etc. Et donc, il y a un travail à faire au niveau là aussi. Il n'y a pas que les grandes villes et Paris qui sont en France, quoi. Et donc, vous êtes engagé envers la Bretagne. Qu'est-ce qui vous a et également de la langue bretonne, et qu'est-ce qui vous a engagé un peu? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette voie-là? Dans la voie politique en général Oui, vous êtes assez engagé en politique sur ce domaine-là, j'ai l'impression. Moi aussi, associatif, je crois. C'est vrai que c'était ça. Alors, tout a commencé en 1990. Oui, c'est ça. Non, en fait, après, c'est vrai que moi, je viens d'un milieu qui est un petit peu politisé déjà à la base. Mes parents étaient déjà engagés dans leur jeunesse, surtout en politique, notamment à l'UDB. Déjà, voilà, la pomme n'est pas tombée très loin du pommier. Donc j'ai grandi déjà avec cette conscience politique aussi qu'il fallait mieux répartir les richesses, qu'on pouvait peut-être faire mieux avec ce qu'on avait. Et ça m'a toujours semblé en fait injuste de voir que certains étaient un peu plus pénalisés que d'autres. En matière de services publics, etc. Ça m'a toujours semblé étrange. Je pense de culture également. De culturel aussi. Quand on voit la différence avec Paris, c'est incroyable. Oui. Et même l'argent, en fait, quand on voit l'argent mis par habitant, que ce soit au niveau des langues ou la culture, en général, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup de différences en fait, entre les grandes et les moyennes petites villes, quoi. Mais voilà, donc en fait, c'est à l'âge de 17-18 ans que j'ai commencé à me dire que moi aussi, je pouvais peut-être contribuer à la vie publique. Et donc, j'ai commencé à m'engager au départ, surtout pour la défense de la culture et de la langue bretonne. En fait, à cette époque-là, j'étais au lycée. On avait constitué un petit groupe en fait qui s'appelait Aïta et qui défendait la présence du breton dans la vie publique. Ça a été un peu la première action, la première prise de conscience.
Ensuite, je me suis engagée dans le milieu plus culturel, quand j'étais donc étudiante à Rennes 2, en psychologie d'ailleurs, en passant, rien à voir avec le breton. Donc à ce moment-là, en fait, on a créé un groupe de jeunes au sein du Conseil culturel de Bretagne. Donc j'animais le groupe, on avait différents sujets, on essayait de créer aussi des débats, par exemple en breton, sur toutes sortes de sujets, l'amour, le travail, l'économie, ça pouvait être ça pouvait être très divers et varié. Et ensuite, je me suis engagée à l'UDB à partir de 2013-2014. Et voilà, donc là, je suis devenue responsable des jeunes de l'UDB. Ça a été une énorme aventure. Et donc, on menait aussi beaucoup d'actions pour essayer de sensibiliser les gens au fédéralisme. Et donc, au système de pouvoirs régionaux un peu plus forts pour effectivement essayer de récupérer aussi les services de santé, les services... Et ça, je crois que c'est mon téléphone d'astreinte qui ne sonne jamais, sauf quand je suis en émission de radio. On vous laisse. Oui, allez-y. Je suis vraiment désolée. Là, ça arrive une fois toutes les 9 semaines, mais c'est mon tour. Il n'y a pas de souci, allez. Bon, Philippe, on te fait parler un petit peu moins là, mais ça arrive. On a plein de questions super intéressantes sur le thème général de l'émission. Bah oui, sur le thème de la culture, notamment, on a vu c'était un peu long, ça fait un moment maintenant. Mais on parlait des finances et tout ça. Il n'y a pas longtemps, un nouveau ministère a été élu. Au niveau de la culture, c'est un des seuls ministères qui a été augmenté. Épargné. Épargné, Je crois qu'il a pas bougé le budget. qui a été augmenté de 6% en 2024, si je ne me trompe pas. Philippe connaît peut-être les chiffres mieux que moi. Les chiffres globaux du ministère, non, je ne les aurais pas là. On parle beaucoup en chiffres à NSATV, on est très statisticien. Oui, je suis impressionné. Non. Mais est-ce que ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir est-ce qu'on a plus d'argent dans la culture ? Est-ce que ça vous impacte ? Non. J'imagine que, en fait, on avait vu déjà l'intérêt de ces montées d'argent. C'était notamment de produire du contenu différent, de promouvoir. Alors c'est un peu marrant. C'était promouvoir du théâtre plus vert, plus tourné vers l'environnement. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui te touche, le fait d'avoir des nouvelles directives Non, la question c'est est-ce que tu es impacté par des décisions au niveau du ministère de la Culture, qu'elles soient budgétaires ou alors des lignes culturelles qu'on vous impose ou quoi ? Je disais tout à l'heure qu'on a sur le papier, c'est écrit, c'est dans la loi. Carte blanche, il y a marqué. Liberté de programmation, liberté de création et liberté de programmation. Maintenant, nous sommes comme tout le monde, nous sommes dans l'économie réelle. Donc aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de rendre des comptes. On nous demande effectivement d'être attentifs à notre bilan carbone. On nous demande d'être vigilants, à juste titre, sur les questions d'égalité homme-femme, d'égalité salariale. On nous demande d'être attentifs à... justement, alors c'est pas une économie verte, mais c'est faire en sorte que les spectacles ne traversent pas la France pour une soirée, enfin, qu'il y ait quelque chose de plus cohérent. Donc on répond à peu près à toutes ces contraintes. Il n'en demeure pas moins que dire qu'il y a plus d'argent, non, on a eu effectivement de la part de l'État, eu égard à la crise sanitaire, il y a eu de l'argent, il y a eu des plans de relance pour toute l'économie et pour la culture aussi. Maintenant, on arrive à un seuil, un palier, et on sent bien que les lendemains vont pas vraiment être des lendemains qui chantent. Donc là, il y a une difficulté. Tréfina l'a dit, les collectivités viennent tout juste d'être impactées sur leur budget annoncé 2025. En gros, l'État va prendre du fric là où les régions en ont besoin, et les régions, les agglos, enfin on le voit ici. Donc il y a quelque chose d'un hold-up institutionnel qui est relativement insupportable, puisque on ne peut pas travailler comme ça. Et effectivement, la question de l'autonomie des régions, la question de la centralisation, tu parlais de Paris pour les transports, mais tout passe par Paris. Dans la culture, c'est pareil. Le gros du budget d'intervention, comme on dit, du ministère de la Culture, il est consacré à Paris et à très peu d'établissements, puisque si on regarde au niveau français, il y a des théâtres un peu partout, il y a quelques opéras aussi, mais en tout cas, Paris concentre le plus gros du budget. Donc il y a quelque chose... Le plus gros d'infrastructure aussi.
Oui, Des mais musées, oui, mais et c'est un problème en France, c'est-à-dire qu'il manque un grand musée en Bretagne, par exemple. On peut se dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est absent. Donc, comment se fait-il que dans ce pays, on en soit toujours dans cette dimension centralisatrice, alors que effectivement, les régions ont gagné, en tout cas, leur autonomie. Elles ont prouvé qu'elles savaient gérer. Ce sont les endroits où justement les politiques, hommes ou femmes, peuvent déployer des vrais projets, parler au plus près de la population. La question des langues, alors moi je peux en parler d'une certaine manière, parce que je ne suis pas locuteur breton, mais en même temps je trouve que c'est fondamental. C'est un vrai drame en France d'avoir fait disparaître, ou en tout cas tenté de faire disparaître un nombre incroyable de langues. Et on voit bien que le breton est impacté, comme l'occitan, comme le corse. Et en fait, on va parler de lutte de résistance, alors que ça devrait être une richesse. Pour preuve, les enfants qui font les formations bilingues ou les écoles d'Iwan ont une capacité comme ça à rebondir sur les questions linguistiques et ils sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus souples, agiles dans le parler des langues étrangères. Or, on n'arrête pas de dire au niveau national parisien qu'il y a un problème avec les langues étrangères. Ce serait faux si on acceptait que les langues régionales soient effectivement à leur juste place. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et dans le budget du ministère de la Culture, effectivement, Paris occupe une grande place. Et on risque de voir, eu égard à ce qui se joue au niveau national sur le plan culturel, et vous le savez, la montée en puissance de l'extrême droite, ce n'est pas n'importe quoi. On n'est pas dans un, dans un cadre très, très grosses coupes, démocratique classique. Et eux vont nous parler, aucune ligne sur le spectacle vivant, aucune ligne sur la culture vivante. Par contre, tout sur le patrimoine et des choses qui supprimer sur France les vieilles Télévisions, Radio Oui. France, etc. Ils voulaient couper le budget de la Mais c'est culture. gravissime. Oui, tout à fait. Tu parlais de centralisation de la culture et j'ai lu dans un article de West France, je crois, que toi, tu aimerais bien adapter les régions de France au modèle des Länder allemands, si je ne me trompe pas. Un petit peu ça, oui. Est-ce que l'Allemagne, par exemple, c'est un pays où la culture est moins centralisée, où tu as plusieurs capitales culturelles dans chaque région, enfin dans chaque Länder, etc. Après, moi, je connais pas bien le fonctionnement culturel de l'Allemagne, ou juste un petit peu de loin. Mais ce que je sais, c'est qu'en Allemagne, par exemple, ils n'ont pas, comme en France, par exemple, les grandes métropoles face au reste, face aux autres villes. Finalement, on a davantage de villes, on va dire, relativement grandes où il se passe des choses, et notamment au niveau culturel. Du coup, c'est très français comme fonctionnement, en fait, d'avoir tout centralisé comme ça sur une grande ville, une grande capitale, avec quelques métropoles qui gravitent autour sur le même modèle, et énormément en fait de villes petites et moyennes qui finalement se retrouvent avec très peu de miettes du gâteau, quoi. Donc c'est une anomalie quelque part, comme façon de fonctionner, quoi, je veux dire. Même si il se passe beaucoup de belles choses aussi et qu'on est justement fiers de notre culture, je pense que ça serait pas mal de pouvoir répartir un petit peu mieux les budgets et du coup les offres culturelles, en fait. Même si on fait beaucoup avec peu, on sait. Mais si on pouvait aussi avoir un petit peu de budget supplémentaire, on ne serait pas contre, quoi. Comme souvent. Très bien. Et tout à l'heure, vous avez parlé des actions que vous faisiez avec les jeunes. On a recensé notamment le fait que l'apprentissage du breton dans les écoles, la possibilité d'avoir des écoles bilingues. Ouais, bilingues, Diwan, ouais. Et à part ça, qu'est-ce qui encourage les jeunes à s'enrichir de la langue bretonne ? À part le fait d'avoir la possibilité d'apprendre à l'école. Ma question un peu derrière, c'est est-ce que ces enfants qui apprennent, ces élèves qui apprennent, ils auront derrière un intérêt à apprendre cette langue bretonne ? Est-ce qu'ils la transmettront derrière leurs enfants ? Ou est-ce qu'on est en train de ralentir un peu un mouvement de masse où les langues régionales disparaissent, indépendamment de la politique française ? Oui. Honnêtement, moi, je reste optimiste, donc je ne crois pas à l'extinction de la langue bretonne, vu qu'elle a survécu jusqu'ici. Agabouez et Kindred la Gogéal, les Brésonnais qui finar arvué. Il est important de continuer à parler breton jusqu'à la fin de sa vie. On peut traduire, mais il me semble. T'allais traduire, j'ai juste. Pardon, j'ai vu que quelqu'un comprenait. J'ai répondu en breton, mais j'ai pas reçu la réponse de la part de mon interlocuteur. Mais je disais, le sort en est jeté, la traduction. Et donc, pour répondre à la question, c'est vrai que, en plus, à côté, je suis également enseignante de breton. Donc, j'ai aussi le regard, en fait, je vois comment les jeunes évoluent vis-à-vis de la langue, etc.
Et effectivement, c'est en plus de l'enseignement, c'est vraiment très important de comprendre en fait d'où ils viennent pour savoir où ils vont, quoi. En fait, quand on leur enseigne aussi leur histoire, ils découvrent voilà que le breton a été interdit, etc. Et donc souvent ils sont un peu surpris, surtout vraiment les petits jeunes de la nouvelle génération de bretonnants. Et dans ce cas-là, ils ont vraiment envie ils se disent que voilà, ils détiennent là un trésor, une richesse qu'ils ont envie de faire vivre autrement. Mais souvent, la première question, c'est où est-ce qu'on peut parler breton en dehors de l'école ? Donc effectivement, c'est à nous aussi, service public, de créer des offres en fait pour permettre aux gens d'échanger en breton. Donc c'est pour ça aussi qu'on se bat pour mettre des politiques linguistiques en place. Donc notamment à Lannion, on a maintenant une politique qui permet de traduire énormément de choses, pas seulement au niveau culturel, mais aussi vraiment dans tous les domaines. Donc on traduit en fait les affiches, etc. On essaie de placer vraiment le breton au cœur de la vie publique. Ça, c'est un premier point. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant, le breton est utilisé un peu dans tous les domaines, notamment celui des médias, en fait. On a des gens qui se sont formés pour travailler dans les radios bretonnes, dans les télés bretonnes, qui travaillent aussi au quotidien, en fait, en animant des ateliers en breton. Et donc, tout Google ça... Traduction aussi, qui prend le breton maintenant. Oui. Google Traduction. On voit la reconnaissance du breton, oui. Ouais. Donc voilà, c'est en train de... En fait, d'un côté, ce qui est un peu triste, c'est qu'on voit que les locuteurs de naissance sont en train de mourir, malheureusement, mais on a des néolocuteurs qui amènent aussi des nouvelles compétences et du coup de nouvelles forces vives pour la langue. Oui, puisqu'on rappelle la moyenne d'âge du breton, c'est 200 locuteurs bretons, mais la moyenne d'âge est quand même de 70 ans. 200 000. J'ai dit quoi ? 200. Ah non, 200 000. Pas beaucoup. 200, ça fait un petit groupe. Chaque breton qui commence à tardre un peu sur l'émission. Une question qui vous concerne tous les deux, parce que toi, Tryphina, tu organises beaucoup d'événements culturels dont les Tardifs, par exemple, et toi, des spectacles, etc. Est-ce que Lannion, au fin fond de la Bretagne, village irrésistible, c'est attirant pour des artistes, pour des conférenciers, pour des troupes de théâtre, pour des grosses troupes de théâtre? Est-ce que c'est un endroit attirant? J'ai envie de dire oui, tout simplement. La preuve, c'est qu'il y a de plus... Alors, comme le Carré Magique est un pôle national cirque, il y a de plus en plus de circassiens qui viennent s'établir en Bretagne et un certain nombre dans les Côtes d'Armor et encore d'autres plus proches de nous. Donc, il y a des compagnies de renommée nationale et internationale dont le siège est ici, à Lannion, ou juste à côté. Donc, du côté de Tréguier. Enfin, il y a... Les artistes, en tout cas, quand ils viennent, sont très surpris. D'aucuns reviennent, d'autres se posent des questions justement quant à leur désir de vie personnelle et d'implantation, pourquoi pas, par ici, puisqu'il y a une dynamique. Il faut le dire quand même, la Bretagne, et je crois que Tryphina sera d'accord là-dessus, est une terre très, très active sur le plan de la culture, parce que on pensera immédiatement à la musique, mais il n'y a pas que la musique. Les Fest-Noz font partie d'un patrimoine, mais vivant. C'est pas l'histoire ancienne. C'est quasiment... et les artistes que l'on a reçus souvent, notamment de cirque, quand on leur propose, dans le cadre du festival, en fin de soirée, un Fest-Noz, ou même, ça a été le cas lors de résidence ici, mais ils sont surpris par une chose, c'est le caractère intergénérationnel. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais c'est incroyable, dans vos fêtes, c'est vrai que voilà, on a des enfants, des parents et des grands-parents, et ça, c'est quelque chose qui a disparu de beaucoup de régions. Donc cette vivacité, en tout cas, elle est très soulignée. Alors évidemment, on retrouve aussi la dynamique du rock en Bretagne, puisqu'il y a eu de grands courants, mais sur le théâtre et le cirque... moi, j'ose dire que la Bretagne est devenue une terre de cirque. Mais à part le théâtre, à part le cirque, qu'est-ce qui intéresse, par exemple, Jean Gardin de faire 5 heures de voiture, 4 heures de train pour aller jouer au théâtre de Lannion? D'abord, pas forcément une troupe très grande. Je pense qu'on a, il y a aussi le contexte géographique. Enfin, je pense que Lannion est une ville qui attire aussi parce que c'est une ville à la fois qui est très très plurielle en matière de culture, mais en plus, elle est aussi, pas loin de la mer. Elle a beaucoup, en fait, elle inspire énormément les artistes. Et donc, nous, je sais qu'en tout cas, à Lannion, on a énormément de demandes qui viennent un peu partout, en fait, de personnes qui s'intéressent à la ville, qui souhaitent venir jouer sur une scène de Lannion, ou que ce soit au niveau théâtre, musique, ou culture en général. C'est vraiment très varié, quoi. D'accord. Donc, Lannion est attirante pour les artistes.
Alors c'est attirant pour les artistes, mais on a parlé avec Philippe, il y avait parfois un manque d'attirance pour les étudiants et pour notre pour les tranche jeunes de d'âge. manière générale. Pour les jeunes de manière générale. Alors on essaie de les faire venir. Philippe a déjà répondu longuement là-dessus, mais est-ce que vous avez un petit mot à donner sur le manque d'intérêt parfois qu'ont les jeunes pour ce genre de culture qui est un peu moins mise en avant que le théâtre ou d'autres types de cultures qu'on peut voir sur les réseaux sociaux par exemple. Que le cinéma, que les films. Après, je sais pas est-ce que les jeunes sont bien informés de l'offre culturelle de Lannion? Est-ce que c'est un problème de communication ou est-ce que c'est un problème d'offre? Voilà, c'est toujours la question qu'on se pose en fait. Là, on réfléchit actuellement justement à comment faire venir le public qui ne vient pas. Comment se faire connaître aussi, comment faire connaître nos actions, peut-être passer sur d'autres réseaux ou s'adapter. Alors, on a aussi, je ne peux pas parler de tout ce qu'on fait dans le détail, mais en fait, on a un certain nombre de programmations qui travaillent, en fait, en tout cas, le service culturel travaille avec le service jeunesse. Et du coup, en fait, on a une partie de la programmation qui est faite par les jeunes aussi. En tout cas, il y avait des commissions aussi de jeunes, donc qui sont composées de lycéens, étudiants, etc., et qui ont le droit aussi qui peuvent dire leur parole là-dessus. Voilà. Après, je ne sais pas si la question c'est aussi comment faire venir des jeunes à Lannion, en plus de la culture. On peut y répondre aussi si vous avez une... On peut répondre, mais il commence à se faire bien tard même. Oui. Donc moi je vais continuer sur une question. Du coup vous dites est-ce que c'est un sujet de communication? C'est le moment de communiquer, il y a des gens qui nous écoutent, des jeunes. Donc qu'est-ce qui est mis en place par que ce soit la mairie, les secteurs privés, publics, comme offre culturelle, que ce soit le cinéma, à l'espace Saint-Yann, suivant des activités, les festivals du coin, le festival des sonneurs, les librairies, les galeries, le carré magique, etc. Qu'est-ce qui existe à Lannion en fait comme lieu culturel? Ah, vous avez fait le tour là, c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'on a effectivement, en tout cas nous au niveau de la mairie, c'est vraiment l'espace Sainte-Anne qui est au cœur de la programmation culturelle. Après, on a aussi des programmations plus vivantes au cœur du centre-ville. Donc avec, c'est vrai que vous avez parlé peut-être du Printemps des Sonneurs déjà. Printemps des Sonneurs, oui. Voilà, c'est vrai que c'est un événement qui devient un événement phare. Alors ça reste traditionnel breton, mais c'est vraiment ouvert à tous et on voit que voilà, on a eu jusqu'à 10 000 personnes en fait sur une journée. Donc c'est que ça attire quand même. Et j'ai vu aussi des gens de toute génération, voilà. Donc on a parlé des tardives, on a parlé aussi de la médiathèque peut-être parce que du coup l'espace Sainte-Anne c'est aussi la médiathèque. On a aussi Microfolie qui a été mise en place. Donc là c'est plus en fait un musée numérique qui permet vraiment d'accéder à énormément d'œuvres en fait sur le territoire, du territoire français ou européen. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire un tour parce que c'est vraiment intéressant. Vous trouverez beaucoup d'offres diverses et variées. Voilà, après, tout au long de l'année, il y a aussi les up, par exemple, les rentrées. Oui, qui sont organisées notamment par l'ENSAT. Hein. Ça, voilà. On est au courant. Ouais. Ah oui, on est bien au courant. Donc en fait, c'est vrai que le service jeunesse tente aussi d'aider les jeunes à organiser eux-mêmes, quoi. C'est aussi un des buts des services de Lannion, c'est d'accompagner et d'aider à faire en fait. Dès qu'on a une idée, dès qu'une asso a une idée, donc elle peut venir vers nous présenter son idée. Nous, on voit si on a les moyens de la mettre en place, si on a les moyens aussi en termes matériels, humains, etc. Et en fait, dès qu'on voit que c'est possible, en fait, on accompagne, quoi. C'est vraiment l'idée. C'est aussi de laisser. On a toujours en fait un terrain de programmation pour toutes les nouveautés en fait qui peuvent apparaître, quoi. Par exemple, des jeunes qui font une émission de télé. Donc, vous voulez venir nous voir, c'est ça? Pour quand vous aide, on peut en parler après, un petit chèque, ouais. Parfait. Alors, monsieur le maire, je dois dire que je n'ai rien signé. Hein. Pour l'instant. Parfait. Une question un petit peu plus philosophique. Internet et les nouvelles technologies, surtout qui nous concernent. Internet et les nouvelles technologies peuvent-ils aider à rendre la culture plus accessible, ou cela crée-t-il des nouvelles fractures? Par fracture, on entend par exemple les gens qui vont moins au cinéma parce qu'aujourd'hui on a un catalogue Netflix qui est très fourni. On peut voir des pièces de théâtre sur Internet, etc. etc. Je laisse Philippe parce que j'ai beaucoup parlé, moi. Sur les questions numériques, on utilise l'outil aussi, les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que cette pratique par les jeunes les détournerait des lieux de spectacle? C'est une vraie question. Moi,
je la traiterai pas comme ça. Je pense qu'il y a une forme de complémentarité. Maintenant, on voit bien que c'est un outil puissant, tout ce qui est de l'ordre des réseaux, de cette communication-là. Donc, on voit bien, il faut qu'on trouve les clés. Je dirais que le théâtre est archaïque quelque part par rapport à ça. Et comme il est archaïque, il en devient extraordinaire au sens où il n'est pas banal. Ah oui, c'est assez exceptionnel d'aller au théâtre. Oui, voilà. On dit je suis allé au théâtre, Bah oui, mais c'est pas le A voilà, qui doit être un A comme ça subjugué. Non, c'est le plaisir. Et en fait, il faut accepter aussi de quitter sa zone de confort. Et l'écran est devenu un appendice quasi permanent. Mais même nous, nous sommes aussi avec nos téléphones dans les réunions. Ça bouge, ça vibre, les écrans s'allument. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais je pense que c'est la grande question, c'est comment on arrive à lâcher prise à cet endroit-là et comment on accepte de passer du temps ensemble, que l'on danse, que l'on écoute un concert, que l'on voit un spectacle quel qu'il soit. Donc, c'est un peu... C'est une question de respiration personnelle. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des courants maintenant où on essaye de revenir à des téléphones qui ne soient plus des smartphones parce qu'on veut retrouver le contact. On est aussi dans tous ces questionnements. Et je trouve qu'un théâtre, en tout cas un lieu de culture, parce qu'il y a un accueil, parce qu'il y a un bar, parce qu'on peut y passer du temps au-delà du seul spectacle, c'est aussi l'endroit de rencontre. Après, on a aussi, nous, créé des soirées carré décalé, électro avec les étudiants, donc qui étaient en charge de programmation. Donc, il y a au Carré Magique. Au Carré Magique, oui. Il n'y a pas de place debout au Carré Magique. Ah ben oui, tu mais il reste un bar, et dans ce bar, on peut y danser. Et on l'aimes ce bar, t'en parles beaucoup. Absolument. Ben oui, parce que c'est un lieu important. Oui. Ben oui, c'est un lieu où on se retrouve et certains soirs, généralement, on se retrouve et on s'aperçoit qu'on est quasiment le seul lieu ouvert. Donc dans la ville, et c'est important de le souligner, accessible. Et d'ailleurs, ce soir, gros after au bar du Carré Magique. Bah oui, on vous aussi invite. Une cafétéria à l'espace Sainte-Anne. Qui est ouvert jusqu'à quelle heure? After, après le Carré Magique, la cafétéria. Qui n'est pas ouverte à cette heure-ci, mais et qui ne propose pas de boissons alcoolisées. Non, mais des petits déjeuners avec le service jeunesse. Merci, on les remerciera. On ira. Est-ce que tu as une question que tu veux poser, Manu, parmi toutes celles qu'on a? Non. Moi, j'ai fait le tour de toutes mes questions. Après, je sais pas si c'était par rapport au numérique, justement. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai pour compléter Philippe. Oui, en fait, c'est vrai que c'est pas forcément. Enfin, je pense qu'on joue pas forcément sur les mêmes plans en fait. Alors c'est vrai que des fois, on aimerait se débarrasser de ces petites choses. C'est vrai que là, parfois, on n'a pas le choix, malheureusement. C'est partie aussi des missions d'élus d'être sur le pied de guerre dès que, une fois toutes les 9 semaines, voilà, pour répondre aux appels liés à la ville. Mais en tout cas, oui, pour ce qui est du domaine culturel et en fait de l'offre qu'on peut avoir, je pense que voilà, quand on se déplace, en fait. Pour voir un concert ou du théâtre, ça reste du vivant, quoi. On n'est pas seulement en fait spectateur, on est aussi un peu acteur. En fait, on participe aussi au déroulé de l'événement et donc on contribue beaucoup en fait au bon déroulé de l'offre culturelle, quoi. Alors que quand on est passif devant son écran, c'est vrai qu'on se met un peu plus en veille. Donc je pense que ça ne suffira pas, en tout cas, à nourrir le besoin culturel, même des nouvelles générations. Je pense qu'il y aura peut-être même un ras-le-bol, en fait, de tout ça. Et puis la culture apporte aussi un lien social, même si on est au théâtre et qu'on bouge pas et qu'on regarde cette pièce de théâtre, il y a quand même un côté social à être entouré de plein de gens, d'avoir des réactions, etc. En public. Oui, on partage pas devant un film ou devant un écran. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, Manu, qui t'intéressent? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, alors. On va vous laisser, si vous avez un événement justement culturel à mettre en avant, où vous dites, les jeunes de Ensat, j'aimerais vraiment bien qu'ils y aillent, celui-là. Vous pouvez en parler aujourd'hui. Alors, quel événement en particulier, après, c'est vrai que nous, on a
En fait, on a, comme je dis, beaucoup d'associations qui font beaucoup de choses toute l'année. On aura aussi en fait, le Noël à Lannion, donc on aura des événements, des booms, le marché de Noël, ça qui va se créer. Alors, je sais pas si c'est forcément pour le public de l'EMSAT, on aura quand même du vin chaud, hein, mais voilà, si on pense à un événement à venir. Quelle image avez-vous des étudiants de l'EMSAT? Non, mais c'est pas du tout. Mais en tout cas, mais le vin chaud est très très bon d'ailleurs. Oui, je l'ai goûté largement l'année dernière. Non. C'est la seule chose dont je me rappelle. Mais voilà, c'est vrai qu'après, on a, tout au long de l'année, on a des événements culturels sur que ce soit au centre-ville ou dans les différents quartiers, parce qu'on aimerait bien aussi développer davantage ce qui se passe dans les quartiers de Lannion, pas seulement en fait, au centre-centre, mais voilà, là, on voit qu'on a de plus en plus de choses qui se créent aussi dans le quartier de Kéruel ou Penaru, etc. Et donc, ça, on espère le mettre en avant. Après, moi, le conseil que j'aurais pour les jeunes, c'est on a bien sûr des concerts, en fait, de rock, etc., qui se passent des fois, par exemple, aux Ursulines, etc. Mais en fait, venez aussi voir ce qui se passe sur le terrain, vraiment, comme je parlais du marché de Noël, mais voilà, les petites actions tout au long de l'année, c'est intéressant aussi de s'intéresser. Où est-ce qu'on peut être informé en fait, de toutes ces actions? Parce que par exemple, tu parlais de l'Espace Sainte-Anne, c'est vrai qu'on peut aller chercher le programme, les gens ne savent pas. Il y a un petit programme comme ça de l'Espace Sainte-Anne. Moi, je le prends au début du mois et puis je note, j'ai bien envie d'aller là. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Il est assez dense, c'est vrai. Il est assez dense, mais oui, on peut pas aller à tout. Mais des choses qui nous intéressent et qui nous intéressent moins, et c'est bien d'avoir une... Alors, c'est vrai que vous avez la programmation de papier en fait, au niveau de l'Espace Sainte-Anne, parce que vous avez aussi un certain nombre de cycles de conférences. Il y a aussi les marmouseries. Enfin, les marmouseries, c'est peut-être plus pour le jeune public ado, jeune adulte. En fait, vous avez parfois des ateliers sur l'art, ou même apprendre à faire du street art ou des choses comme ça, en fait, avec un professionnel, par exemple. Donc ça peut être intéressant aussi même pour les jeunes étudiants. Et donc, vous pouvez aussi trouver le programme en ligne sur le site de la ville, tout simplement. Vous tapez lannion.bzh par exemple, et vous avez en fait tout le programme culturel de l'année et des expositions aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais on a 4 cycles d'expositions à la chapelle des Ursulines, donc tout près de la grande salle des Ursulines. Et donc, ce sont des expos vraiment super intéressantes, voilà, qui permettent aussi de voir un petit peu différemment l'art de la peinture ou de la photographie, quoi. On a aussi l'imagerie de Lannion. Alors elle va fermer, cette imagerie, pour 2 ans, il me semble. Elle va être déplacée en fait à l'hôtel de Tonquédec. Ah, d'accord. Et donc elle sera en exposition hors les murs durant 1 an et demi, quoi. Voilà, donc si vous ne connaissez pas l'imagerie, allez-y, surtout avant que l'ancien site ferme. Et il ferme quand ce site? Là, en fait, on était sur le dernier cycle d'exposition, et donc, en fait, il va commencer hors les murs dès maintenant, quoi. Et c'est privé ou c'est la mairie qui gère l'imagerie? Alors, l'imagerie est une association. D'accord. Mais qui est fortement soutenue par la ville de Lannion depuis 30 ans. D'accord. Ah oui, très bien. Donc c'est un partenariat très serré, et donc il y a aussi beaucoup d'actions envers les écoles, envers les collèges. Voilà, c'est aussi, pareil, le but c'est d'ouvrir à toutes et à tous, quoi. Très bien. Et l'imagerie est une petite pépite, et je ne parle pas de la pâtisserie. Non, c'est un joyau de la ville de Lannion aussi. Ouais. Oui, il m'est arrivé d'y mettre le pied. Ouais. Philippe, tu nous as déjà parlé d'une œuvre qui t'intéressait particulièrement pour les jeunes. Alors pour les jeunes, là, sans abuser, non, il y a des rendez-vous là d'ici le mois de décembre qui sont tout à fait adaptés aux étudiants que vous êtes. Les étudiants qui découvrent. Qui découvrent. Alors, moi, je propose très simplement d'aller voir, par exemple, dans le cadre de la Nuit du Cirque, Les Hommes Sensibles. C'est le nom de la compagnie. Le spectacle s'appelle Sensible. Et pourquoi ce spectacle? Parce que c'est aussi le portrait de 4 jeunes artistes, acrobates, slammeurs, rappeurs. Donc il y a du hip-hop, ça danse. Il y a un peu toutes les disciplines de cirque, et il y a surtout un propos sur le masculin, puisqu'ils sont 4 hommes sur scène. Et donc ils parlent aussi de la question de la masculinité et de tout ce rapport à l'histoire, mais cette fois-ci des petits hommes avec un petit H, pour une histoire avec un petit H aussi, mais ça en fait des grands moments. Donc c'est vraiment un spectacle à découvrir, et en écho, parce qu'on aime bien aussi ça, comme un miroir déformant, un faux solo, puisqu'ils sont 2 sur scène, un musicien et une artiste,
qui travaille directement sur son corps à elle, qui fait que, en fonction du regard que l'on a, de la place de spectateur que l'on occupe ou de spectatrice, c'est un homme ou une femme sur scène. Et c'est la question aussi de l'image que l'on renvoie. Et par prolongement, on va retrouver... Alors, ce spectacle s'appelle Dick Love. Donc, il est interprété par Jugler, qui a effacé, entre guillemets, son prénom, qui était féminin. Donc, Jugler, c'est un cri, et c'est à la fois circassien et théâtral. C'est une artiste de cirque, une très grande artiste de cirque, mais là qui est quasiment dans la position d'une comédienne, d'un comédien, donc, et qui développe tout un propos là-dessus. Et dans le prolongement, puisqu'on parlait tout à l'heure de nos outils informatiques, des téléphones et autres, on va accueillir Marion Motin en décembre. Alors là, elle peut parler à des gens, et c'est vrai qu'elle est déjà venue il y a quelques années avec un spectacle, et on s'est rendu compte, justement grâce aux réseaux sociaux, qu'elle était extrêmement connue par les jeunes des quartiers, entre autres, puisque ce n'était, et c'est toujours, ni plus ni moins que la chorégraphe de Angèle, Madonna, Stromae. Donc elle a travaillé avec tous ces gens-là, elle a dansé avec eux, et elle est... avec son collectif qui s'appelle Les Autres, elle crée une pièce qui s'appelle Narcisse et qui justement parle de ce rapport que l'on a à son image, à son ego, de cette hypertrophie du moi. Donc elle va travailler là-dessus de manière assez provocatrice, bien sûr, donc dans une ambiance hip-hop. Et Marion est vraiment une chorégraphe à suivre puisque c'est l'une des chorégraphes majeures de la scène hip-hop internationale aujourd'hui. Donc on peut retrouver toutes ces infos sur le site du Carré Magique. Tu parlais de Sensible, il y a une représentation le vendredi et samedi qui arrive. Vendredi, c'est ça, samedi, vendredi voilà. et samedi. Donc allez voir ça sur le site du Carré Magique, allez voir les offres du Bureau des Arts pour 3 spectacles, pour découvrir. Peut-être que vous n'aurez pas d'autre occasion de le faire. Et voilà, nous on a également des petits jeunes à promouvoir, puisque... Ah oui. Mot de la fin. Mot de la fin, puisqu'on a la reprise de NSA TV, les nouvelles générations qui vient prendre notre place, qui voudrait organiser une émission. Voilà, une émission. L'ENSAT a un incroyable talent. Donc si vous avez un incroyable talent, si vous avez une passion qui ne concerne que vous, voilà, n'hésitez pas à postuler, on mettra des informations en ligne. Ouais, on mettra un lien vers un formulaire, un truc comme ça. Exactement, voilà, n'hésitez pas à faire partager votre passion aux autres, ça intéressera tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot Un petit mot de la fin, merci à la régie déjà, mais merci toujours. Voilà, toujours là pour organiser l'émission. Et merci Tréfina, merci Philippe. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Pas de souci. Entre jeunes. Entre jeunes, entre 4 jeunes. Et à la prochaine émission, bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Different kinds of paths, but guess I must be blind. At last we say goodbye.